rapidement présenter les conclusions, en fait, en essayant un peu de répondre à la question qui a été dite tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous en faites, vous, chercheurs, quoi, voilà. Bon, après, le chercheur, c'est pas le politique, hein, voilà. C'est pas le décideur non plus, même si on peut avoir des recommandations. Mais j'aurais tendance à vous répondre un peu comme ça. En économie, on a l'habitude de dire qu'il y a ce qu'on appelle l'économie positive et l'économie normative en recherche, quoi. L'économie positive, c'est d'écrire, comprendre, analyser. Et le premier travail du chercheur, c'est ça. C'est de bien décrire, de bien comprendre, donc d'utiliser les bonnes données, de comprendre les limites des données, d'avoir des échos par rapport à ce qu'a dit monsieur sur est-ce que vos données sont pertinentes ou pas, est-ce qu'il faut vérifier la qualité, ce qu'on essaie de faire, mais il y a toujours des faiblesses et on s'améliore tout ça. Et après, on fait des recommandations, il ne faut pas se cacher non plus, hein, des recommandations de politique publique. C'est ça ce qu'on appelle l'économie normative, mais qu'il est important, et même je dirais primordial, d'asseoir sur une économie positive, c'est-à-dire sur les résultats de la recherche, et non pas de faire des recommandations en fonction de ce que Marie peut penser, de ce que moi je peux penser en tant que citoyen. Mais en tant que chercheur, il faut asseoir sur des travaux d'économie positive les recommandations que l'on fait en matière d'économie normative. Et du coup, par rapport au cas de présentation et comment ça s'inscrit un peu dans les recherches que l'on fait sur concilier économie et environnement, si j'essaie d'un peu de résumer l'état de l'art auquel on arrive, c'est que, comme l'a bien montré Marie, en France, la PAC 2023-2027 est peu ambitieuse sur le plan climatique et environnemental, que ce soit via l'éco-régime, les MAEC non plus, la conditionnalité. Non. La question, c'est... je suis perdu. C'est bon? Ah non, on voit tout? Ah oui, voilà. C'est vrai dans les autres États membres de façon générale, voilà. Même s'il y a une forte hétérogénéité, je crois que c'est Vincent qui a cité, ou Marie, l'exemple que c'est plus difficile d'avoir accès à l'éco-régime en Allemagne ou de façon générale dans les pays du Nord, et qu'en fait, on a opté pour un statu quo au nom de l'économie, plus précisément des revenus et de la compétitivité. Plus s'ajouter l'argument de la sécurité alimentaire. Mais je vous ferai remarquer, enfin on pourra remarquer qu'il n'y a rien, ou pratiquement rien, dans la nouvelle PAC non plus, sur la question de la meilleure répartition de la valeur ajoutée entre les maillons des filières. Vous avez qu'à voir aujourd'hui ce qui se passe sur l'inflation alimentaire, et on laisse chaque État membre un peu se débrouiller comme bon lui semble et comme il veut. Voilà. Et donc il n'y a rien en fait qui permettra de progresser, ou pas grand-chose, sur ce volet-là, dans la prochaine PAC, en France comme dans les autres États membres. En fait, on a refusé de traiter la difficile conciliation entre économie et environnement, d'où le statu quo. Et donc, les questions qu'il faut un peu se poser, est-ce que ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus, quoi? Est-ce que demain, le fait de ne pas avoir voulu traiter aujourd'hui le problème de la nécessaire réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole, d'amélioration de la biodiversité, etc., fait que demain, on aura un choc encore plus grand qu'aujourd'hui. Voilà. Et c'est en particulier le choc que l'on peut voir, en fait, dans le cadre du Green Deal. Donc, il faut avoir le courage politique, et ça, c'est pas nous, hein, même si on conseille, etc., d'adresser explicitement la difficile conciliation. Et après, il y a deux points fondamentaux pour moi. Vincent vous a montré qu'il y avait des perdants et des gagnants selon les scénarios dans le secteur agricole. Mais il faut reconnaître explicitement que tout le monde ne sortira pas gagnant, en fait, de la réforme. Il y a des perdants et des gagnants dans le secteur agricole, mais il faut élargir au-delà du secteur agricole. Notre collègue de l'IFIP, il a parlé tout à l'heure des exports, etc. Il y a les traders, mais il y a les consommateurs. Et que, en plus, les gagnants et les perdants vont différer selon l'étendue de la transition, c'est-à-dire est-ce qu'on va uniquement à l'agriculture ou on va à l'alimentation, et selon les instruments qui sont mobilisés, ce qui fait que du coup c'est difficile à analyser, et on vous présente des scénarios un peu ponctuels, mais il y a une multitude de scénarios, et je vais essayer de vous présenter ça de façon très simple, sur une analyse du Green Deal, ou une simulation du Green Deal, du Pacte vert, et je m'arrêterai là. Donc le Pacte vert, il y a 3 leviers principaux. C'est je réduis les intrants chimiques, je fais plus d'agriculture biologique et je mets des éléments diversifiés du paysage, qu'on résume de façon générique sur des pratiques et des systèmes agroécologiques. Voilà. Le deuxième levier, c'est je réduis les pertes et les gaspillages de moitié. La réduction des pertes et des gaspillages, étant donné l'ampleur des pertes et gaspillages qui sont beaucoup plus importants au stade de la consommation finale, de la distribution, de la transformation qu'au stade agricole. C'est donc sur le consommateur, la distribution et la transformation que ça va jouer. Et le troisième levier, c'est de changer les régimes pour des raisons nutritionnelles et environnementales, et en particulier en augmentant les produits végétaux versus les produits animaux.
en augmentant les produits végétaux et en réduisant donc les produits animaux. Et les deux colonnes de ce tableau-là vous montrent l'impact qu'a si vous faites uniquement l'agroécologie, ce qu'on étudie dans la PAC, versus si vous faites les trois leviers sur les prix agricoles, alors des cultures annuelles, des ruminants et des monogastriques, sur les productions agricoles et sur les prix à la consommation. Et sans rentrer dans les détails, juste pour vous dire que du coup c'est compliqué, voilà, c'est que les productions agricoles vont baisser dans les deux cas, que vous fassiez uniquement l'agroécologie ou l'ensemble du Green Deal, de façon plus importante dans le Green Deal et complet, et de façon plus importante pour les productions animales, puisque vous avez un choc de demande sur les productions animales. Mais ça va vous faire, dans le cas de l'agroécologie, un effet positif sur les prix agricoles, qui augmente de 26,1% pour les cultures annuelles, selon nos simulations, hein, de 13% pour les ruminants, pour les produits ruminants, et de 7,2% pour les monogastriques. Alors que si vous faites l'ensemble du Green Deal, vous voyez que les végétaux gagnent toujours, mais beaucoup moins, parce que leur prix augmente de 10,1%. Alors c'est essentiellement parce qu'il y a moins de demandes de céréales et de oléagineux pour l'alimentation animale, alors qu'il y en a plus dans le food. Mais il y a un effet feed négatif. Et surtout, vous voyez que les prix, cette fois-ci, des ruminants, enfin des animaux, pour faire très vite, ou des produits animaux, vont baisser de façon à peu près égale pour nous, pour ce que ce soit les ruminants et les monogastriques. Et le dernier point, c'est la dernière ligne. Les prix à la consommation finale, donc pour le consommateur, en fait, les impacts sont très faibles, ou beaucoup, beaucoup plus faibles, parce que vous avez un énorme écart entre le prix à l'agricole et le prix au consommateur. Donc dire que c'est le consommateur qui va être pénalisé, il faut aussi avoir une certaine dose en fait, de nuance, puisque l'écart il est beaucoup plus faible, même si dans une période d'inflation alimentaire, évidemment, toute augmentation à la hausse des prix aura des effets négatifs. Et donc pour terminer, ce qui fait que ce qu'on analyse de façon globale, c'est de voir justement que les perdants et les gagnants, en fait, il faut avoir le courage de le dire qu'il y en aura, et ils vont différer selon ce que vous allez mettre en œuvre. Donc, il faut aussi de la flexibilité dans les politiques, de telle façon que vous corrigiez si vous vous apercevez que vous avez soutenu des acteurs qui, en fait, ont gagné, alors que vous n'avez pas soutenu des acteurs qui ont perdu. Donc, il faut une revision continuelle des politiques publiques, ce qui renvoie un peu à l'aspect dynamique qu'a soulevé Madame.